Ce que j'ai compris en parlant avec les organisateurs de cette réunion, cette manifestation, c'est que ce titre « Être humain » point d'interrogation venait d'une discussion, de beaucoup de discussions avec les lycéens, et que ça traduisait leur inquiétude, finalement. Je crois que c'est ça l'essentiel, vis-à-vis du monde tel qu'il est. Cette inquiétude, il y en a eu un témoignage très important dans une étude qui est sortie il y a une quinzaine de jours à peu près, menée par une université anglaise en poule avec beaucoup d'autres universités, sur 10 000 jeunes de 15 à 25 ans, je crois à peu près, et de 10 pays différents, pas seulement des pays européens, il y a également le Brésil, l'Inde, c'est vraiment très international. Et le résultat qui en ressort est tout à fait paniquant à l'état d'égard, puisqu'on s'aperçoit que 60% de ces jeunes sont atteints de ce que les auteurs de l'étude appellent de l'éco-anxiété. Autrement dit, l'avenir leur paraît totalement terrifiant, à telle enseigne que beaucoup se disent « mais finalement, pourquoi faire des études ? Pourquoi se marier ? Pourquoi faire des enfants si dans 20 ans on est tous morts ?» Voilà à peu près où on en est. Et donc j'ai cru comprendre qu'une des raisons pour lesquelles ils ont formulé aux organisateurs de cette rencontre tout un ensemble de questions qui se sont trouvées synthétisées sous le titre « Être humain », une des raisons, c'était d'essayer de trouver des raisons d'espérer. Une des motivations, c'était de trouver des raisons d'espérer dans l'humain. Alors, est-ce que la philosophie politique, est-ce que les sciences sociales apportent vraiment des raisons d'espérer dans l'humain ? C'est pas tout à fait évident. Pas tout à fait évident, parce que si on prend ce qui est dominant dans la tradition philosophique ou dans la tradition des sciences sociales, on s'aperçoit que l'idée centrale, c'est celle que fondamentalement les êtres humains sont des sujets intéressés, que la seule chose qui les intéresse, qui les motive, c'est leur intérêt individuel. On le voit par exemple dans le grand texte de la philosophie politique de la fin du XXe siècle, le texte Théorie de la justice du philosophe John Rawls, 1971, qui fait reposer toute sa... Je vois que Jean-Pierre Beau m'apprécie parce que je précise bien qui est... Voilà. Donc j'ai eu un bon point là. Une image après le... Merci. Et donc John Rawls fait reposer toute sa philosophie politique sur l'hypothèse, je le cite, que les êtres humains doivent être considérés comme ce qu'il appelle des hommes économiques ordinaires. Autrement dit, des individus mutuellement indifférents les uns par rapport aux autres. Cette idée-là, c'est celle qui domine toutes les sciences sociales de la fin du XXe siècle, disons 1970-2000 à peu près. Le courant dominant en sociologie, c'est celui de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, qui suppose que les collectifs, les entités collectives n'existent pas véritablement, ou plus exactement, une société, c'est le résultat des calculs d'intérêts entrecroisés d'individus mutuellement indifférents. Ça, c'est du côté libéral. Mais du côté post-marxiste ou néo-marxiste, chez un Pierre Bourdieu, par exemple, sociologue Pierre Bourdieu, mondialement connu, règne également l'idée que ce qui anime les sujets sociaux, là, ils sont animés de manière inconsciente, c'est quand même le calcul de leurs intérêts, en dernière instance économique. Un intérêt économique qui se transforme en intérêt de prestige, en intérêt social, mais qui, en dernière instance, renvoie à du calcul. Bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors, après les années 2000, qu'est-ce qui va triompher tant en philosophie morale et politique que dans les sciences sociales? On pourrait dire que c'est une pensée déconstructionniste radicale. Cette pensée déconstructionniste radicale, à certains égards, elle est l'héritière de cet utilitarisme, de cet économicisme généralisé de la philosophie politique ou des sciences sociales. Si je résume à l'idée centrale, la seule norme de justice, en dernière instance, c'est moi, ce que je décide, c'est mon libre choix, c'est mon choix. Mon libre choix, je suis libre, c'est ma liberté qui doit s'imposer avant tout. Eh bien, tout cet ensemble d'idées est au cœur de la philosophie politique ou de l'idéologie politique qui domine le monde depuis maintenant quasiment 50 ans, autrement dit, l'idéologie néolibérale. Cette idéologie néolibérale repose sur l'idée qu'effectivement, la seule chose qui motive les êtres humains, c'est leur intérêt individuel et plus précisément leur intérêt économique. Comme le dit une des grandes philosophes de ce courant, ou une grande écrivaine, « Greed is good ». L'avidité, c'est une bonne chose. C'est l'avidité généralisée qui doit mener le monde. Il est bien, il est bon d'être avide de gains.
à partir du moment où l'on dit ça, bien évidemment, la seule manière d'organiser la coordination des êtres humains, c'est le marché, et c'est même plus précisément le marché financier, parce que c'est là où on peut gagner le plus d'argent le plus vite possible, voire le marché spéculatif. Bien. Et puis tout en découle, puisque l'avidité c'est une bonne chose, greed is good, le marché c'est une bonne chose, toutes les autres formes de rapport social doivent céder le pas à cette forme de régulation par le marché qui s'auto-régule tout seul, c'est ça l'autre partie du dogme, et dans lequel il est bon que chacun cherche à s'enrichir le plus possible, parce que par un effet de ruissellement, plus il y aura de riches et plus ça sera bénéfique pour les moins riches. Donc, je résume à très grossier ce néolibéralisme. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que une des raisons du triomphe de cette idéologie néolibérale, qu'on pourrait présenter comme l'idéologie du capitalisme rentier et spéculatif, une des raisons de ce triomphe de l'idéologie néolibérale, c'est bien sûr le fait qu'elle a à son soutien énormément d'appui financier, et donc d'appui politique, et donc d'appui policier, et donc d'appui militaire, donc d'appui technoscientifique, etc., etc. Mais une autre raison qui nous intéresse plus ici, à un forum de philosophie, c'est aussi qu'au bout du compte, elle prend le relais des grandes idéologies politiques du XIXe et du XXe siècle, qui s'avèrent ne plus faire le poids aujourd'hui, qui n'ont plus la force suffisante pour s'opposer à cette idéologie néolibérale. Ces grandes idéologies du XIXe et du XXe siècle, ce sont le libéralisme, pas le néolibéralisme, le libéralisme politique, le socialisme, le communisme et l'anarchisme, pour faire vite. Pourquoi est-ce qu'elles ne font plus le poids aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus source d'inspiration suffisante? C'est pas qu'elles soient mortes, mais pourquoi est-ce qu'elles nous laissent déboussoler? Pour au moins deux raisons fondamentales. La première, c'est que elles n'avaient pas prévu, n'avaient pas anticipé la finitude de la nature, donc elles n'ont rien à nous dire sur les problèmes environnementaux en tant que tels. Et puis l'autre raison, plus cachée à certains égards, c'est que finalement, presque toutes reposaient elles aussi sur le postulat que le moteur principal de l'action des humains, c'est l'intérêt matériel. Disons-le autrement, pour toutes ces grandes pensées de la modernité, le problème fondamental de l'humanité, c'est celui de la rareté matérielle. C'est parce qu'il y a rareté des biens, rareté des moyens de satisfaire les besoins, que les humains s'affrontent. Si seulement il y avait suffisamment pour que tout le monde voit ses besoins satisfaits, alors le conflit entre les humains disparaîtrait. Bon, c'est vrai à des degrés divers de chacun des courants dominants des idéologies que je viens de citer. Après, bien sûr, il y a des courants marginaux, mais c'est quand même le fait fondamental. Et bien évidemment, la conclusion que doivent tirer logiquement ces grandes idéologies de la modernité, c'est que si le conflit entre les humains provient de la rareté matérielle, alors il faut réduire à la rareté matérielle, autrement dit, il faut produire toujours plus. Alors nous savons bien que le problème aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas produire toujours plus. Voilà. D'où ce blocage non seulement de la pensée théorique philosophique, mais le blocage de tout le monde, parce que finalement on ne sait pas très bien quoi opposer au néolibéralisme, parce qu'à certains égards il prend le relais de ce qui était au cœur de ces grandes idéologies de la modernité. Là, ce qui est facteur d'espoir, c'est que ces postulats qui structuraient les grandes idéologies politiques de la modernité et qui sont au cœur du néolibéralisme contemporain, ces postulats sont faux. Voilà. Sont scientifiquement, philosophiquement, anthropologiquement faux. C'est ce qu'on peut essayer de montrer. Alors ça, c'est le travail qui s'accomplit depuis une quarantaine d'années dans le cadre de la revue Dumos, à laquelle Jean Birnbaum faisait allusion. Je résume à la SERP. Quelques résultats de ce travail. Premier résultat, il n'est pas vrai qu'il y ait un seul mobile qui inspire toutes nos actions, que le seul mobile, ça soit l'intérêt individuel. Bien sûr, l'intérêt individuel, c'est important sous toutes ses formes, que ça soit l'intérêt matériel, l'intérêt de prestige, l'intérêt de pouvoir, la libido, tout ce qu'on voudra. Mais en face de cet intérêt, que j'appellerai désormais l'intérêt pour soi, il entre aussi ce qu'on peut appeler de l'intérêt pour autrui. Dès le premier jour, le deuxième jour, le nourrisson s'intéresse au visage de l'autre, il est happé par le visage de l'autre. Il existe ce qu'on pourrait appeler un intérêt pour autrui, qui est tout aussi premier que l'intérêt pour soi, que l'intérêt de conservation, que l'instinct de conservation. Et puis, dans toutes nos actions, il entre une part
d'obligations, de contraintes. D'abord d'obligations physiques, on ne fait pas tout à fait la même chose à 5 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 60 ou à 90, bien évidemment. Et puis, il y a toutes les formes d'obligations sociales. Des tas de choses que nous sommes socialement obligés de faire, par exemple, fêter l'anniversaire, fêter les fêtes de Noël, etc., etc. Et puis, symétriquement, en face de l'obligation, il entre dans tous nos actes une dimension de liberté et de créativité, de plaisir de la créativité, de ce que j'appellerais la liber-créativité. Bien. Premier correctif à toutes ces philosophies de l'intérêt individuel. Et puis, deuxième correctif, c'est à ça que faisait allusion Stéphane Breton ce matin, et que rappelait très bien Jean Birnbaum dans son introduction. Et puis, l'autre correctif à apporter, c'est qu'en fait, bien évidemment, nous avons besoin de satisfaire nos besoins matériels pour survivre en tant qu'être zoologique, être biologique. Mais le véritable moteur de nos actions, c'est plutôt le désir, et plus précisément le désir d'être reconnu. Alors là, on touche à un autre continent de la philosophie politique, continent qui débute notamment avec le grand philosophe Hegel au début du XIXe siècle, avec cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave qui montre que le mobile premier des humains, c'est ce désir de reconnaissance. Ce thème a été repris il y a 20 ou 25 ans dans le cadre de la philosophie critique allemande, notamment par le philosophe Axel Honneth, philosophe sociologue Axel Honneth, qui a réhabilité cette théorie du désir de reconnaissance. Mais il me semble qu'il faut préciser cette idée-là. Nous désirons être reconnus, d'accord, mais reconnus par qui d'abord et pourquoi? Qu'est-ce que nous voulons voir reconnu en nous? Il me semble que ce que nous voulons voir reconnu, c'est notre valeur. Nous voulons être reconnus comme ayant une certaine valeur. Et comment est-ce qu'on a de la valeur? C'est là où je fais le lien entre cette tradition philosophique, notamment celle de Hegel, et les découvertes de l'anthropologue Marcel Mauss dans l'essai sur le don 1925, essai sur le don dans lequel Mauss réunit tout le matériau ethnologique de son époque pour montrer que les sociétés premières ne reposaient pas sur le marché, sur le troc, sur le donnant-donnant, mais sur ce qu'il appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre. L'obligation de se montrer généreux, je dis bien se montrer généreux, de s'afficher généreux. Je relis les fils et je pose comme thèse que nous désirons être reconnus comme ayant de la valeur qui vient des dons que nous faisons ou de la générosité que nous savons montrer, nous savons déployer. On pourrait dire également, nous voulons être reconnus comme ayant de la valeur en tant, c'est une autre entrée dans le sujet, en tant que nous participons du domaine de la créativité, du domaine de la spontanéité, du domaine de la vie, du domaine de la grâce, ce domaine colossal que la tradition philosophique allemande regroupe sous la notion de donation, comme on dit en français, Gegebenheit. Voilà. Il y a des choses qui nous sont données. La vie nous est donnée par personne en particulier. Elle est là. Le souffle vital nous est donné. L'inspiration nous est donnée par personne. Mais nous avons une reconnaissance vis-à-vis de cette donation première. Donc je résume. Nous ne sommes pas simplement des êtres, des individus intéressés uniquement par notre intérêt personnel, notamment par les biens matériels. Nous désirons être reconnus en tant que sujet donateur ou participant du domaine de la donation. Et précisons encore un petit peu, pour là encore renvoyer à des choses que disait en résumé Jean Birnbaum, nous désirons, et qui font écho à ce que disait Stéphane Breton ce matin, nous désirons être reconnus en tant que nous participons à des cycles de dons et de contre-dons, des cycles de dons et contre-dons qui sont réglés par Alors, Mauss parlait de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Il me semble qu'il y a un quatrième moment dans le cycle du don, c'est le moment de la demande. Il faut aussi savoir demander. Nous devenons proprement humains en tant que nous entrons dans ce cycle du demander, donner, recevoir et rendre. Ça, c'est le cycle positif du don. Mais dans le don, on ne donne pas seulement des bienfaits, on peut aussi donner des méfaits, des coups, des insultes, des injures. Et puis on peut rebasculer dans le cycle inverse, le cycle non pas du demander, donner, recevoir, rendre, mais le cycle du ignorer. Je ne vous connais pas, j'ai rien à faire avec vous, je ne vous demande rien. Le cycle non pas du donner, mais du prendre.
je vais vous prendre le cycle non pas du recevoir mais du refuser, vos dons je n'en veux pas. Les adolescents souvent dans les révoltes parentales refusent absolument tous les dons de leurs parents, ou le cycle du garder. Bon, ce qu'on m'a donné, je vais le garder, je n'ai aucune obligation de vous rendre quoi que ce soit. Bien, voilà 2 cycles entrecroisés, demander, donner, recevoir, rendre, et à l'inverse, entremêler, entrecroiser, ignorer, prendre, refuser, garder. Il me semble qu'avec ces quelques notions que j'ai résumées à la serpe en quelques secondes, on a une approche de la réalité humaine qui est infiniment plus riche et pourtant maniable que l'approche que j'appelle l'utilitarisme, l'approche qui repose sur ce que j'appelle également l'axiomatique de l'intérêt, qui pose que la seule chose qui nous intéresse, c'est notre intérêt, qui nous motive, c'est notre intérêt individuel. J'ajoute pour conclure cette première partie de mon exposé que Marcel Mauss, donc qui était le neveu du grand sociologue Durkheim, le fondateur de la sociologie française au début du XXe siècle, auquel il était fait allusion ce matin, n'était pas seulement un anthropologue, un ethnologue en chambre et un pur esprit académique, il était également extraordinairement engagé politiquement. Il a été très longtemps le compagnon premier principal de Jean Jaurès, et toute sa vie, il a été un militant socialiste, du socialisme coopérativiste. Et laissez sur le don qu'il écrit en 1924, et qui publie en 25, il écrit en même temps qu'un texte fondamental qui s'appelle Appréciation sociologique du bolchevisme. Appréciation sociologique du bolchevisme, qui est une première critique radicale de l'expérience totalitaire soviétique. Tout ça pour dire que dans ces débats philosophiques ou sociologiques, il entre des enjeux éthiques et politiques tout à fait étroits. Et j'en viens à ceci dans la deuxième partie de mon exposé, consacrée à ce qu'on peut appeler le convivialisme. Je disais à l'instant que une des choses qui nous laisse extraordinairement démunis face à la globalisation, à la mondialisation néolibérale actuelle, c'est qu'au bout du compte, nous ne savons plus très bien quoi opposer intellectuellement, politiquement aussi, pratiquement aussi, mais d'abord intellectuellement, à cette idéologie néolibérale. Nous vivons avec des restes, avec des bribes de libéralisme classique, de socialisme, de communisme, d'anarchisme, des bribes de traditions religieuses, mais tout ça, ça ne réussit pas à rassembler suffisamment toutes les initiatives qui se cherchent pour essayer de trouver des alternatives au capitalisme rentier et spéculatif. C'est la conscience de cette situation qui a permis à des centaines d'intellectuels, personnalités intellectuelles assez connues à travers le monde, de se réunir notamment dans le cadre du second manifeste convivialiste qui a été publié l'an passé aux éditions Actes Sud, signé de manière un petit peu ambitieuse, internationale convivialiste, mais signé quand même par près de 300 personnalités intellectuelles de 33 pays différents, donc ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Ces personnalités intellectuelles viennent de traditions idéologico-politiques extrêmement différentes. Certains viennent de la gauche de gauche, d'autres d'une gauche plus classique, plus keynésienne, d'autres viennent d'un centre-gauche, d'autres encore viennent d'un centre-droit, et d'autres encore même d'une droite, d'une certaine droite humaniste. Tous ces gens ont pu se mettre d'accord sur tout un ensemble d'idées fondamentales et quelques implications de ces idées fondamentales. C'est une bonne nouvelle. Ça prouve déjà que c'est possible. On peut discuter, on peut pratiquer l'art de la nuance, comme dirait Jean Birnbaum, entre des gens qui viennent de... Oui, pardon, le philosophe Jean Birnbaum. Bien connu. Bien connu, Jean Birnbaum. Ouais, poursuivez. D'accord. Vous ne laissez pas troubler par Florence Omnas. S'il m'a troublé, je ne sais plus. C'est malade. Voilà. Donc, tous ces gens réussissent quand même à discuter entre eux, à se mettre d'accord sur tout un ensemble de choses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils réussissent à se mettre d'accord entre eux parce que ils partagent, exactement comme les jeunes qui ont inspiré l'organisation de cette séance sous le titre « Être humain », ils partagent une angoisse, une anxiété fondamentale vis-à-vis de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est bien sûr des crises climatiques considérables et des crises, on en parlait aussi ce matin, des crises bien sûr d'immigration. Je suis un peu long, il faut que j'arrête déjà. Non, oui. Ça va? Il me reste, 5 minutes, ça serait bien. Moi, je vais accélérer 5 minutes. Okay.
Et bon, nous savons tous, nous sommes face à des crises potentiellement dévastatrices qui risquent d'ailleurs de laisser nos discussions sur savoir qu'est-ce qu'être humain un petit peu obsolètes s'il n'y a plus d'humanité, grosso modo. Bien. Donc il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut absolument réussir à rassembler nos énergies face à ce néolibéralisme. Tous les jeunes savent bien qu'il faut se mobiliser pour le climat. Ce qu'ils ne savent pas bien, c'est que se mobiliser pour le climat, si on ne s'attaque pas à ce qui, en amont, entraîne cette dégradation du climat, à savoir cette domination mondiale d'un capitalisme rentier spéculatif, ça ne suffira pas. Comment se réunir? Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sur quoi se sont réunis tous ces intellectuels? Sur l'affirmation de 5 principes communs et d'un impératif catégorique. 5 impératifs communs, 5 principes communs. Premier principe, principe de commune naturalité. L'humanité ne vit pas en extériorité par rapport à la nature, elle est partie prenante de la nature. Deuxième principe, principe de commune humanité. Quand on a dit ça il y a 7-8 ans dans le premier manifeste, ça avait l'air un peu gentillé, allez de soi. Maintenant, ça ne va plus de soi du tout d'affirmer ce principe de commune naturalité par-delà la différence des couleurs de peau, de traditions religieuses, etc., etc. Et ne parlons pas des différences, c'était évoqué hier, de sexe ou de genre, comme on voudra l'appeler. Troisième principe, un principe de commune socialité. Commune socialité, ça veut dire, je résume là encore très très brièvement, ça veut dire que pour les humains, la richesse principale, c'est celle de leurs rapports sociaux. Plus même que la richesse matérielle, la richesse est d'abord la richesse des rapports sociaux. Quatrième principe, un principe de légitime individuation. Puisque ce que nous cherchons, c'est à être reconnu comme ayant une valeur singulière, eh bien, il est légitime que nous cherchions à affirmer cette valeur-là. Le problème, c'est que, évidemment, si tout le monde veut affirmer sa valeur, si tout le monde est dans une lutte pour la reconnaissance, ça risque d'assez mal se passer. Bien. Il faut donc tempérer ce quatrième principe par un cinquième, un principe d'opposition créatrice. Comme disait Marcel Mauss à la fin de l'essai sur le don, il faut savoir s'opposer sans se massacrer. C'est au cœur de la démocratie, savoir s'opposer sans se massacrer. Et Mauss ajoutait, il faut aussi savoir se donner sans se sacrifier. Donc 5 principes, commune naturalité, commune humanité, commune socialité, légitime individuation, opposition créatrice, 5 principes subordonnés à un impératif catégorique. Impératif catégorique, lutter contre l'aspiration humaine à la démesure. L'aspiration humaine infantile à la toute-puissance. L'aspiration humaine, ou le risque humain, de ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, le sans limite. Le monde contemporain est un monde d'apothéose, de l'hubris, et cette hubris se traduit par une volonté de toute puissance technique, scientifique, par une volonté transhumaniste notamment, et elle se traduit aussi par la vertigineuse explosion des inégalités à l'échelle mondiale. Tout le monde connaît les chiffres, c'est pas la peine de les rappeler, ils sont tellement ahurissants que, à la limite, on sait même plus quoi en faire. Bien. Je traduis, j'en viens à la fin, je traduis ce principe, cet impératif catégorique de lutter contre l'hubris en au moins 2 implications politiques concrètes. Il faut, pour préserver la commune naturalité, la commune socialité, il faut impérativement assurer à tout être humain un revenu minimum de base, sous une forme ou sous une autre. Il y a d'ailleurs un consensus croissant chez les convivialistes sur l'idée d'un revenu universel. Et symétriquement, il faut se mettre d'accord sur l'idée d'un revenu et ou d'un patrimoine maximum, qui peut être de niveau très élevé, mais il faut absolument affirmer que personne n'a le droit de dépasser certaines limites de richesse qui mettent en péril la démocratie, qui mettent en péril la commune naturalité, la commune humanité et la commune socialité. Je termine en 2 mots de conclusion. Il me semble que, c'est un espoir, que dans le sillage de ce convivialisme qui se cherche, à la limite c'est insignifiant, c'est un mot, c'est un symbole d'espérance, oui, il y a quelque chose qu'on peut chercher. Il est peut-être possible d'élaborer petit à petit un discours politique, potentiellement, c'est mon espoir, majoritaire. C'est peut-être un vœu pieux. Quelle est la situation actuelle? On le voit bien, l'offre politique existante ne répond manifestement plus aux aspirations des gens en France ou partout dans le monde.
l'abstention monte parce que les personnes ne se sentent véritablement représentées. Bon, on a d'abord un retour du même avec un discours néo-fascisant, pour le dire très rapidement. On a symétriquement un discours qui est fondamentalement néolibéral, donc il ne saura pas s'opposer à ces dérives néolibérales. On a une gauche réduite en éclat façon puzzle, éclatée façon puzzle, comme on dit. Mais c'est pas, les jeunes qui ont voulu organiser cette réunion ne peuvent pas se reconnaître dans ces trois types de discours. Donc il est impératif de faire émerger un autre type de discours politique dans le cadre d'une philosophie politique davantage adaptée aux problèmes du monde contemporain que nous avons affrontés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie. Merci.